بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah mes frères, nous arrivons à l'avant-dernier dimanche de ce mois de Ramadan. Nous l'attendions, nous l'avons débuté, Alhamdulillah, nous l'avons pleinement entamé. Nous voici déjà à l'atterrissage, comme un de mes amis a l'habitude de me le dire tous les ans. Il y a le décollage, mais avant même qu'on réalise qu'on est, on va dire, sur un vol régulier, eh bien, on a déjà entrepris l'atterrissage, si on peut dire, dans ce mois béni. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même et à nous tous le tawfiq de pouvoir profiter pleinement de ces quelques derniers instants de ce mois béni. Amin. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, comme vous avez pu, pour pas mal d'entre vous, profiter des deux précédents ateliers sur la zakat, notamment la salah, eh bien, on va aborder un point qui reste essentiel dans la foi d'un musulman, à savoir la question sur le halal. Le halal, on en parle souvent, et quand on va utiliser ce mot, ce terme, pour, on va dire, le commun des mortels, des musulmans, musulmanes, eh bien, ça serait avant tout de bien comprendre qu'il s'agit certes de la nourriture, du consommable, mais pas que en ce qui concerne l'alimentation, mais ça va notamment englober un tout en islam. C'est-à-dire que, par exemple, en matière de finances islamiques, en matière de tout ce qui dit produits mobiliers, immobiliers, etc., eh bien, cette notion-là également sera utilisée. Donc, halal qui veut, à proprement dire, donc, le licite en islam. À savoir que, quand on va plus couramment utiliser ce terme, eh bien, on aura très souvent tendance à le faire quand il s'agit de nourriture. Maintenant, la question est de savoir pourquoi doit-on consommer halal. Un musulman, bien évidemment, il se doit de le faire, mais pour quelle raison? Quelle en est l'importance que l'islam accorde à ce terme-là? Alors, au quotidien, le halal, en cas pratique, il y aura notamment quel type de situations qui pourront se présenter à nous. Soit j'irai acheter de la viande, notamment quand on parle de halal, on pense à de la viande. Certes, c'est, on va dire, un gros pôle, c'est le pôle peut-être même le plus sensible en matière de halal à consommer, mais ça n'est pas que la viande qui est consommée, qui est impliquée dans l'importance de ce terme. Il y a notamment et aussi quand je vais aller faire mes courses au supermarché. Je vais aller dans une boulangerie-pâtisserie, chacun achète son pain quotidiennement, c'est l'habitude française, on va dire. Je vais manger dans un restaurant musulman. Et, à contrario, je vais manger dans un restaurant non musulman. Parce que c'est aussi, et on verra dans un instant, tristement le cas de beaucoup d'entre nous, quand bien même il y a bon nombre de restaurateurs musulmans. Vous verrez, vous comprendrez les risques donc de faire ainsi, de manger dans un restaurant non musulman. Je mange à la cantine, à la crèche, au réfectoire, etc., dans des lieux donc où les repas seront livrés par ces collectivités-là par des grandes centrales qui vont les confectionner. On verra également les risques, on essaiera de toucher un petit mot par rapport à ça, et je mange dans l'avion. Après, s'il y a effectivement d'autres situations de la vie dans lesquelles effectivement, le musulman, il se voit confronté à la question de savoir si la nourriture, elle sera halal ou pas. Eh bien, Inch'Allah, on aura l'occasion dans une partie finale de pouvoir poser ces questions-là. Et à tout moment également, vous pouvez continuer à le faire au travers du lien qui avait été transmis il y a de cela quelques jours. Alors, pour ce qui est de la partie rappel sur le halal, ce qu'on avait dit, c'est ce qui est permis et licite. Ça, c'est effectivement ce qu'il y a de halal concernant l'alimentation. Maintenant, par rapport à la viande. Et là, d'ailleurs, mon collègue Rechad rebondira dans un petit moment sur la partie viande, à savoir l'abattage
précis qui est requis en islam, accompagné de ce qu'on appelle la tasmiya, une invocation au nom d'Allah. Quand on va prendre le nom d'Allah, alors ce qu'il faut savoir ici, c'est quelles sont les conditions requises pour qu'un abattage soit accepté donc en islam, soit valide, licite. La viande donc est consommable suite à cet abattage selon l'école hanafite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abattage des animaux doit respecter un certain nombre de conditions, notamment la personne qui va effectuer cet abattage, donc le sacrificateur. Eh bien, il doit être non seulement musulman, mais autant que possible aussi un musulman pratiquant. Donc ça c'est la condition, on va dire, sine qua non pour qu'un abattage puisse être valide en islam. À savoir qu'un polythéiste, un athée, ne pourra donc pas procéder à cet abattage. Il faut absolument que la personne elle ait la foi en Allah. En deuxième condition, il y a, comme on vient de le dire, la tasmiya, l'invocation au nom d'Allah. Ça, c'est wajib de prononcer Bismillah au moment de l'abattage. Et puis, on verra, donc, très certainement, ça sera reprécisé par mon collègue, que dans certains cas, effectivement, le Bismillah il sera prononcé dans un cas d'abattage à la chaîne, eh bien, une fois au début, tout en gardant cette, on va dire, cette présence d'esprit lors de l'abattage des animaux qui passeront, qui défileront seconde après seconde, et de cette manière-là, Inch'Allah, le sacrifice de tous ces animaux-là sera quand même halal, car c'est juste impossible, vous le comprendrez bien, des heures durant de pouvoir répéter Bismillah, 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 Bismillah. C'est juste pas possible. Il faut déjà qu'on ait l'esprit présent à pouvoir bien sacrifier quand il s'agit de volailles notamment. Et donc ça c'est pour ce qui est de la prise du nom d'Allah, donc la tasmiya en arabe. Et l'outil utilisé. On fera attention également que cet outil-là soit bien tranchant. Tout ce qui dit couteau, lame, etc. de sorte à respecter le bien-être animal et s'assurer que ne serait-ce et au moins 3 des 4 éléments suivants soient bien coupés. À savoir, les 4 éléments, c'est la trachée, là où il y a le passage de l'air, donc au travers duquel l'animal respire. Et puis, il y a l'œsophage, le passage de la nourriture, et une des 2 veines jugulaires et l'autre veine jugulaire. Donc, il y en a 2. Par rapport à la trachée, l'œsophage et les 2 veines jugulaires, il faut ne serait-ce et au moins que 3 des 4 donc conduits soient sectionnés de sorte à ce que l'animal soit bel et bien considéré halal lors de son abattage. Jusqu'à présent et à tout moment, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais on gardera une partie à la fin pour ça notamment. N'hésitez pas, Inch'Allah, on est là pour essayer autant que possible d'éclaircir tous ces points. Je m'attarde un petit peu sur cette partie-là parce que quand même c'est une partie qui reste, comme on l'a dit au début, très importante quant à la partie halal. En tout ce qui concerne donc les animaux. Alors l'animal, il doit être vivant également au moment de l'abattage, ou ne serait-ce qu'il ait, cet animal-là, une once de vie encore en lui avant qu'on mette fin à sa vie avec la permission d'Allah, en prenant le nom d'Allah. Donc, bien évidemment, comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à différents endroits, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, hurrimat alaykumul maytatu waddam, etc. Allah, il cite toutes les choses qu'il nous a rendues illicites, haram, donc la consommation des bêtes mortes, la consommation du sang, etc., etc. Donc, là, on comprendra bien qu'on n'a pas le droit de consommer un animal qui a été égorgé, abattu, après même qu'il ait déjà rendu l'âme, si on peut dire. Donc, aucun animal mort, sa viande est consommable. Et pour terminer, l'égorgement qui doit être fait rapidement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retarder inutilement la mise à mort de cet animal après l'incision. Il est même makruh, détestable de casser la nuque. Casser la nuque, ça, honnêtement, pour ma part, je l'ai vu faire pendant mes études quand il s'agissait de petits animaux tels que les moutons, les cabris, etc. Très souvent, ils commençaient à couper ces gens-là et ils cassaient la nuque. Et ça, c'est très détestable de le faire. Donc, l'animal, avant même que l'animal ne meure complètement, bien évidemment.
Donc, par rapport au bien-être animal, qu'il ne soit pas maltraité notamment, et pour ce qui est du reste, Inch'Allah, ça sera à mon collègue de prendre le relais pour la suite. Assalamu alaikum tout le monde. Alors tout d'abord, comme je ne suis pas aussi connu que mon ami l'imam Shafiq, je vais me présenter. Rechad Ingar, donc je travaille pour Halal Réunion depuis 5 ans bientôt, avec notamment des missions de contrôle dans les entreprises locales et également dans les abattoirs et les usines en Europe. Donc, comme l'a dit Shafiq, on va voir quelques cas de la vie quotidienne où on est confronté à des difficultés ou à des questionnements et Inch'Allah, on va essayer d'apporter les réponses les plus claires possibles. Alors, le premier cas, le cas le plus sensible, c'est quand j'achète de la viande. La viande, c'est vraiment, comme l'a dit Shafiq, quelque chose de sensible et de spécifique. Hormis la viande, tout produit, il est réputé halal, sauf à apporter la preuve que ce produit-là n'est pas halal. Pour la viande, c'est tout l'inverse. La viande, elle est présumée non halal tant qu'il n'y a pas une preuve forte, un indice fort que cette viande-là, elle est halal. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme preuve que la viande, elle est halal? Ben, je suis musulman, je l'ai sacrifié moi-même, j'ai respecté les conditions énoncées tout à l'heure, cette viande-là, elle est halal. J'ai vu un frère ou même une sœur musulmane sacrifier la bête selon les conditions énoncées tout à l'heure, l'animal est halal. Un tiers de confiance musulman a sacrifié la bête selon les conditions toujours, l'animal est halal. Bon, ça c'est d'un système, on va dire, un peu dans la maison artisanale qui est un peu passé maintenant. On est plus dans un système industriel avec des facilités maintenant dans les supermarchés de trouver de la viande halal certifiée. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme preuve de l'indice que la viande, elle est halal? Est-ce que, je vous pose des questions, hein, et vous allez me répondre, donner votre avis. Est-ce que sur un carton de poulet ou un carton de steak haché qu'on peut retrouver à un supermarché, c'est écrit halal? Est-ce que vous pensez que cette viande-là, c'est juste écrit halal? Il n'y a pas d'organisme de certification, il n'y a rien, c'est écrit halal. C'est même écrit halal en arabe. Molissab, écrit halal en français, écrit halal en arabe aussi. Ah, si c'est en arabe, c'est bon, non? C'est en arabe, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est écrit en arabe, ça peut être qu'un musulman qui l'a écrit. Moulana Salim. On a des membres du halal qui sont dispersés venus, dans le public, voilà, qui sont venus, des sudistes. Voir si on faisait une bonne intervention. Ils sont sortis du sud spécialement. Non, juste écrit halal, c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant et très certainement que juste écrire halal sur un carton, il y a de fortes chances que le produit ne soit pas réellement halal et on va l'expliquer pourquoi dans un instant. Un autre rappel important, et là ça concerne plutôt la viande d'importation, pas vraiment la viande locale. La religion du vendeur ou le pays d'origine de la viande, ce n'est pas un indice suffisant. Au vu de l'état du marché en Europe notamment et des fraudes et des arnaques qu'il y a, non, ce n'est pas un indice. Ce n'est pas parce que c'est un musulman qui le vend. Ce n'est pas parce que la viande vient d'un pays arabe ou à majorité musulmane que la viande, elle est halal. Non, ça, ce n'est pas un indice suffisant. Quand on parle de fraude arnaque, est-ce que vous avez entendu parler il y a quelques mois que dans une boucherie musulmane en région parisienne, on n'a pas retrouvé de la viande non halal, si de la viande non halal, mais vraiment d'un degré, on a trouvé de la viande de sanglier dans une boucherie musulmane. Donc vous vous rendez bien compte de l'état du marché en métropole et en Europe quand il y a tout type de produits qui arrivent de différents pays. Les approvisionnements sont beaucoup plus divers qu'à La Réunion. Donc, sans réellement de contrôle, on ne peut pas se fier à une simple appellation halal indiquée par un commerçant ou sur un carton de produit par l'industriel. Bon, on va commencer tout d'abord dans le cas de la viande locale, qui est le cas le plus simple, et après on va revenir sur la viande d'importation, où là vraiment c'est une marée, on va dire. Hein. Donc la viande locale, donc tout ce qui est viande bovine, ovine, caprine, donc bœuf, cabri et agneau, ou bien un mouton. Donc il y a un seul abattoir local à La Réunion, qui est la Sikabat, qui fait de l'abattage halal par des sacrificateurs musulmans, bien évidemment, sous le contrôle de Halal Réunion. Ce qui fait que dans les boucheries musulmanes ou dans les boucheries
certifiées Halal Réunion, qui ne sont pas tenues forcément par des musulmans. Il y a une boucherie qui n'est pas par un musulman, mais qui est certifiée Halal Réunion, qui est donc contrôlée. Donc cette viande-là, la viande de bœuf, cabri, agneau, mouton, chèvre, dans les boucheries musulmanes ou les boucheries certifiées Halal Réunion, elle est garantie halal. Ailleurs, elle n'est pas garantie halal. La marque Bœuf Pays qu'on peut retrouver en supermarché, la viande de bœuf qu'on pourrait retrouver dans les rayons des boucheries des supermarchés ou dans des boucheries indépendantes qui ne sont pas tenues par des musulmans, qui ne sont pas certifiées halal Réunion, il n'y a aucune garantie du caractère halal de cette viande-là, même si de base l'abattage a été fait de façon halal comme il faut. Pourquoi il n'y a pas de garantie? Puisqu'il peut y avoir des risques de contamination entre la viande halal et la viande non halal dans le transport, dans le camion qui sort de l'abattoir et qui va livrer dans les boucheries non musulmanes ou dans les supermarchés. Il y a tout type de viande. Il peut y avoir de la viande de porc, etc. Donc il peut y avoir contamination. Il peut y avoir contamination aussi dans les espaces, dans les boucheries, dans les supermarchés. Il peut y avoir également contamination dans les espaces de stockage, de vente, etc. Donc tout type de contamination est possible. Je reviens sur la question de la livraison. Les boucheries musulmanes et les boucheries certifiées, elles sont livrées 2 fois par semaine à des jours spécifiques, d'un camion spécifique qui est destiné au transport de la viande halal. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de contamination. Le camion, il est lavé, nettoyé. Il n'y a que la viande halal qui va pour ces boucheries-là et pour boucheries musulmanes et boucheries certifiées. Pourquoi en fait, aussi 2 petites secondes. Oui. En fait, si je peux me permettre, juste par rapport à ce point qu'il est en train d'évoquer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le principe de base qu'il a cité au début, que par rapport aux viandes, ce que l'on devra garder à l'esprit, c'est notamment que on considère toutes les viandes haram tant qu'on n'arrive pas à prouver, mais de manière solide, du début jusqu'à la fin, depuis avant l'abattage jusqu'à dans notre assiette, qu'effectivement cette viande, elle est halal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un petit maillon de la chaîne qui est défaillant, défectueux, qu'on n'est pas sûr, peut-être que le camion, est-ce qu'il a bien été lavé? Peut-être que ça a pu avoir touché d'autres produits parce qu'il livre aussi là-bas. Donc, à partir du moment où il y a, on va dire, un tout petit doute, eh bien, on ne consommera pas. Donc, ça, c'est juste c'est une précision très importante. Après, il y a un cas spécifique aussi. C'est-à-dire qu'on a dit que l'abattoir faisait de l'abattage halal. Mais il peut y avoir des cas où, quand les bêtes elles sont blessées, ou quand elles sont fatiguées, déplacements difficiles, ou bien elles sont hors gabarit, c'est-à-dire trop imposantes pour le protocole habituel, l'abattoir va procéder à des abattages d'urgence. Donc là, l'abattage d'urgence n'est pas forcément fait par des musulmans. Donc automatiquement, la viande, elle n'est pas halal. Et ça peut partir dans des circuits en supermarché sous la marque Bœuf Pays ou dans les rayons de supermarché ou bien dans les boucheries non musulmanes. Et souvent, on nous interroge, oui, pourquoi Bœuf Pays, c'est pas halal, tout l'abattage est halal, pourquoi la marque Bœuf Pays, qu'on retrouve facilement, c'est une facilité, c'est vrai, c'est la même facilité qu'on peut avoir dans la volaille, mais dans le bœuf, c'est pas pareil par rapport aux conditions, au fonctionnement de l'abattoir. Ça peut survenir la nuit, un week-end, il y a un cheptel de bœuf malade qui doit rentrer en urgence à l'abattoir, qui doit être sacrifié dans la nuit même. Donc il y a des choses comme ça, effectivement, qui peuvent arriver. Voilà. Ouais. Alors, pour la volaille, c'est différent, on l'a dit. Il y a un nom qui est magique, on va dire, quelque part maintenant pour les musulmans, en ce qui concerne la volaille. Est-ce que vous savez à qui je fais référence quand on parle de volaille, halal, local? Il y a un nom de famille d'Ayab, de Saint-Joseph, on cite souvent. Bilal, la réponse, on dirait. Alors, il a un Bilal? grand sourire. Dushman. Dushman. Alors, pas Dushman. Alors, quand on entend le nom Dushman, c'est magique pour les musulmans. Limite, si c'est pas comme un Bismillah, vas-y, on peut manger. Alors que non, c'est pas, je plaisante bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça et on va le voir tout à l'heure. Donc, alhamdulillah, depuis 10-15 ans, on peut retrouver facilement en supermarché différentes marques de volailles qui viennent des abattoirs du chemin de Grondin à l'étang salé ou à Saint-Joseph, ou bien de l'abattoir de La Plaine également. Et donc, pour ça, c'est pas facile de s'y retrouver. Parfois, même nous en interne, par rapport à toutes les marques qui sont certifiées, d'autres marques qui ne sont pas certifiées, on a fait un guide qui s'appelle le guide Volaille Pays.
qu'on peut retrouver facilement sur notre site internet et on peut avoir ça sur notre téléphone, sur notre application mobile quand on va faire les courses en supermarché pour savoir quelle référence est certifiée, quelle marque est certifiée, qu'est-ce qui n'est pas certifié. Et souvent on va nous demander, mais Halal Réunion, pourquoi vous êtes certifié telle marque et ne certifiez pas telle marque? Alors il faut savoir que la démarche de certifier une marque ou un produit, ça émane uniquement de l'entreprise. Ce n'est pas Halal Réunion qui décide que oui, on va certifier. Non, c'est l'entreprise qui nous dit, voilà, Evolis, du chemin de Grondin, il y a une centaine de références. Il va nous dire, moi, je veux faire certifier ça, 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 ça. Donc ça, il y a une garantie, il y a un contrôle humain par des contrôleurs qui sont là en permanence, à l'abattage, il y a un contrôle informatique de surveillance, de système de blocage, que si on va entrer un ingrédient qui n'est pas halal, le système va bloquer. Donc là, il y a une sécurité par rapport à ça sur le produit qui est certifié. Pour le produit qui n'est pas certifié, qui vient de l'abattoir, toujours, on va se dire, c'est la viande locale, elle est halal. Il peut y avoir un ingrédient qui ne serait pas halal. Il pourrait y avoir de la cochnie, par exemple. Dans certains types de jambon qu'ils font, il peut y avoir de la cochnie. Et donc, automatiquement, le E120 carmine cochnie, acide carminique, là, le produit, il n'est pas halal. C'est donc lors de la transformation qu'un risque peut survenir, et notamment l'addition d'un élément non halal à la viande qui de base est halal. Alors, il y a effectivement au niveau de la transformation, et après, il n'y a pas seulement au niveau de la transformation, ça peut aussi survenir en amont avec la matière première, avec la viande, c'est-à-dire que d'un produit non certifié, l'abattoir, il est libre de son process en fait. Donc, que ce soit en termes de viande utilisée, ça pourrait être halal 300 jours dans l'année et 60 jours dans l'année, ça pourrait ne pas être halal parce qu'il importe aussi de la viande. Il pourrait importer de la viande qui ne serait pas halal. Il pourrait y avoir une défaillance de la chaîne d'abattage en local, ce qui fait que certaines bêtes n'ont pas été sacrifiées halal selon les conditions énoncées tout à l'heure. Ils ne vont pas jeter la viande. Ils vont faire partie de ça d'un circuit de produits non certifiés. Donc souvent on nous dit les bouchons Cocorico, pourquoi c'est pas certifié? Les nuggets Cocorico, pourquoi c'est pas certifié? Pourquoi c'est pas halal? Parce que c'est pour ces raisons-là que dans ce circuit-là, dans ces produits non certifiés-là, il peut y avoir de la viande non halal qui pourrait entrer dans le process, pour y avoir des ingrédients non halal et aussi par rapport au risque de contamination, c'est pas contrôlé, c'est pas certifié, donc ils n'accordent pas spécialement d'importance entre les risques de contamination entre un élément halal et un élément non halal. Tandis que pour un produit certifié, donc avant de commencer la production des produits transformés, des saucisses, des merguez, des jambons, tout l'appareil industriel est nettoyé bien comme il faut, et ça c'est vérifié par nos contrôleurs pour garantir qu'à aucun moment que pour un produit certifié, il y a un contact entre un élément halal et un élément non halal. Par rapport à la désinfection, pour y avoir été, vous ne vous imaginez même pas ce à quoi peut ressembler l'abattoir. C'est-à-dire en termes de conditions sanitaires, c'est tellement drastique que vous allez dans les hôpitaux, par exemple à Belle-Pierre ou ailleurs, c'est encore, j'ai envie de dire, 3 fois plus que ça. En termes de tout ce qui dit nettoyage, que ça soit du matériel, des vêtements, etc., des ustensiles du personnel, c'est vraiment un niveau dont vous ne vous imaginez même pas. On a l'impression d'être sur la Lune déjà, la manière dont on doit s'équiper pour pouvoir y être. Il y a juste les yeux qui restent découverts, c'est de la tête aux pieds, on est couvert, on passe d'une salle à l'autre, on peut même pas faire chemin arrière, il y a un code couleur au niveau des sols, c'est-à-dire qu'un employé qui a un code couleur en termes de vêtements ne peut pas aller dans une section qui a un autre code couleur. Il y a tout un tas de règles comme ça, c'est juste inimaginable. Tout ça juste pour vous dire, quand on vous dit que c'est désinfecté, c'est lavé, tout ça, c'est pas juste, on vous le dit et c'est fait à la légère, ça l'est fait vraiment de manière très 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 drastique. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Si effectivement il y a une garantie qui est donnée de notre part, c'est qu'au moins, au minimum, à 4 niveaux différents, dans l'abattoir, il y a des contrôles de fait par nos personnels, alhamdulillah. Donc là, c'était le cas de la viande locale. Je pense que généralement, les gens à La Réunion, ils sont habitués maintenant avec ce qu'on peut retrouver en halal et en non halal sur le marché local de produits local. Maintenant, sur la viande d'importation. Là, vraiment, Shafik, pour préparer cette intervention, il est parti d'un supermarché de Saint-Denis qu'on ne citera pas, dans le rayon des viandes surgelées, et là, il y avait de tout. Il y avait du halal, où c'est juste écrit halal. Halal avec un organisme de certification
Bon, on ne citera pas le nom d'organisme de certification parce qu'on n'est pas là pour discréditer des gens, mais en faisant des recherches sur Internet, sur des articles qui sont parus depuis 10, 15, 20 ans, on sait que ces organismes-là ne sont pas sérieux. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout dans ces rayons annoncés halal. On pourrait croire que tout est halal dans ces rayons-là, mais il peut y avoir du vrai halal, sérieux, strict, selon les conditions de notre religion. Et après, il y a du halal de façon que l'industriel il a envie de faire. Alors pourquoi quand on parle de viande importée, on parle de fraude, on parle d'arnaque, on parle de faux halal? Parce qu'il faut savoir que, comme vous pouvez l'imaginer, le halal, c'est un élément important de notre foi, de notre dîn, mais pour les industriels, c'est un enjeu économique majeur qui représente des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, il n'y a aucune législation officielle sur le mot halal. Il peut y avoir des interprétations variées. Shafik a dit tout à l'heure qu'il faut que l'abattage soit fait à la main. Mais il peut y avoir dans les usines l'abattage mécanique pour de la volaille avec un disque qui va couper, qui va égorger. Et ça peut être considéré halal par certains industriels, ils vont écrire halal. Et il y a même certains organismes de certification qui vont valider ces produits-là. Ils vont mettre leur logo sur ces produits-là. Les produits vont se retrouver à La Réunion, en métropole et même dans certains pays arabes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses. Tout ça pour dire que sans certification fiable, sans contrôle permanent, le halal, c'est qu'un mot en fait. C'est-à-dire n'importe qui peut utiliser ce mot-là en fait, et que derrière, s'il n'y a pas un contrôle, s'il n'y a pas une vérification, ça reste très très creux en fait. Il faut savoir que les usines en Pologne, en Hongrie, en Espagne, d'où viennent tous les produits qu'on va retrouver à La Réunion. La Pologne, c'est le pays de la volaille halal, la Hongrie aussi. La Roumanie, c'est le bœuf. L'Italie, c'est le bœuf aussi. L'Espagne, c'est le bœuf. Si vous allez faire les courses au supermarché, quand vous regardez les cartons de produits, amusez-vous si vous avez le temps de regarder l'origine des produits. Il y a comment on appelle ça, une estampille en fait pour savoir d'où vient le produit. Si c'est PL, c'est Pologne, pardon. FR, c'est la France. ES, voilà, c'est pour voir de quel pays ça vient. Après, il y a un code de usine. Donc, mais déjà, juste avoir une information sur le pays de provenance. Alors, il faut savoir que, par exemple, pour prendre un exemple, en Pologne, dans les abattoirs, c'est des usines, en fait. C'est comme à La Réunion, c'est des process industriels. Il y a des viandes qui viennent de tout pays, en fait, pour pouvoir faire les produits transformés, les saucisses, les merguez, les steaks hachés, les cordons bleus, les nuggets, tenders qu'on va retrouver en supermarché ou dans les restaurants. Donc l'abattoir et l'usine, les usines de transformation, le centre d'élaboration des viandes, on appelle ça. Aujourd'hui, ils peuvent faire du halal strict avec un organisme de certification sérieux. Demain, ils peuvent faire halal à leur façon, sans organisme, et ils vont dire quand même que c'est halal. Le surlendemain, ils vont travailler avec un organisme mais qui est pas trop sérieux et qui vérifie pas plus que ça, qui n'a pas vraiment de contrôleur. Et le surlendemain, ils vont faire du non halal en fait. Donc vous imaginez bien que dans cet univers-là, en fait, où il y a tout type de viande, il y a un nombre important de personnel qui transite, le risque de contamination, le risque qu'une viande non halal entre dans la chaîne de production pour un produit destiné à une certification halal, ce risque-là, il est grand. D'où l'importance, encore une fois, d'une certification, d'un contrôle. Après, pourquoi le contexte est aussi propice à la fraude? C'est-à-dire qu'il y a un manque peut-être de sensibilisation du consommateur. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment intéressés sur ce sujet-là. Peut-être que nous faisons preuve parfois de légèreté, de naïveté par rapport au fait que voilà, c'est écrit halal et on va se contenter de ça. Alors que ça reste un élément, comme Shafik l'a dit au démarrage, c'est un élément important de notre foi. Donc on ne peut pas juste se contenter de l'écriture halal sur un carton pour un élément aussi important. Donc il faut s'intéresser réellement à ce qu'on va consommer. Est-ce que c'est réellement halal? Donc le rôle du consommateur, c'est quoi? Déjà partager ces informations-là auprès de votre famille, de vos amis, etc. Et il faut n'acheter, ça c'est vraiment un conseil pour les produits d'importation, n'acheter que des produits soumis à un contrôle de la part d'un OCVH. OCVH, c'est un organisme de certification de vente halal qui est identifié. C'est-à-dire que sur le carton, le sachet, on sait quel est l'organisme. À partir de là, on peut faire des recherches. Est-ce que cet organisme-là, comment il travaille? Si on ne connaît pas, on peut nous interroger les savants de votre localité pour savoir est-ce que ça c'est sérieux ou pas, ou c'est pas sérieux. Donc, si on reste
dans le cadre des certifications qui sont sérieuses, et tout à l'heure, on va citer quelques-unes qui sont sérieuses, Inch'Allah, on est tranquille par rapport à ça. Alors, quand on dit un OCVH sérieux, c'est quoi? Ben, ça peut paraître une évidence. Ben, il faut déjà que les organisations ils mettent des contrôleurs sur place, parce qu'il y a des organismes de certification. Ben, au début, ils viennent, au début du contrat, on va dire, entre l'abattoir ou entre l'usine et eux, ils viennent pour faire un audit. Ils vont dire, voilà, ben, ça se passe comme ça, etc. Ils vont donner leur cachet, ou leur estampille, ou leur sticker, et c'est l'industriel qui va mettre, en fait. Et il n'y a pas de contrôle, en fait. Il n'y a pas de contrôle, ou sinon, il peut y avoir des contrôles de temps à autre. Ou sinon, il peut y avoir des contrôles, mais pas en nombre suffisant. Donc, vous imaginez que sur une chaîne d'abattage où ça va vite, si on met une seule personne pour contrôler, comment on va vérifier que la saignée a bien été faite? Comment on va vérifier que l'animal était vivant avant d'être sacrifié? C'est tout simplement pas possible. Quand on va produire, par exemple, des cordons bleus, des nuggets et des tenders, mais là aussi, il faut dans l'usine, il y a différents espaces en fait. Il y a l'espace de stockage de la viande. Il y a l'espace on appelle ça le barattage, on va préparer la viande, mettre les épices, etc. Il y a l'espace de cuisson, après il y a l'espace où on va mettre en sachet. Et on a dit tout à l'heure, les viandes, elles viennent de partout. De la viande qui est certifiée, de la viande qui n'est pas certifiée, halal mécanique, donc qui n'est pas du tout halal d'une certaine façon. Donc, s'il n'y a pas des contrôles, des bugs en fait sur le terrain pour vérifier, encore une fois, qu'à aucun moment il y a un élément non halal qui va entrer dans la composition d'un produit halal, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut donc qu'il y ait suffisamment de personnes. Alors comment ça se passe? Je vais donner un exemple en fait pour préparer, je sais pas moi, dire n'importe quoi, un tenders de poulet, un organisme de certification. La viande a été abattue sur un autre site. Ça a été abattu sur un autre site, et une fois que c'est abattu sur un autre site, dans le même pays ou dans un autre pays d'ailleurs, la viande, elle est scellée en fait, avec une bande de sécurité en fait. Il y a le sticker de l'organisme de certification, il y a la bande de sécurité. On sait que si la bande elle a été entamée ou elle a été détériorée, la garantie halal, elle est terminée, donc c'est plus halal. Quand ça arrive dans l'usine où va être préparée la viande, c'est uniquement le contrôleur de l'organisme qui est chargé d'ouvrir, de déceler en fait, tout simplement, la viande, et pour ensuite la mettre en décongélation, la mettre dans toutes les étapes. Et à toutes les étapes, pareil, il faut qu'il y ait, voilà, comme on a dit, qu'il y ait des personnes sur les différents espaces pour vérifier que tout soit fait en conformité jusqu'à la mise en produit sur le sachet ou dans le carton, le sticker, et là, pareil, c'est emballé. Quand ça arrive à la réunion, ça arrive sur palette filmée avec la bande de sécurité rubalise en fait, où c'est écrit le nom de l'organisme de certification. On sait que si ça a été entamé, c'est qu'il y a un risque que le carton a été... c'est un autre produit qui n'est pas halal, qui n'est pas certifié, qui soit entré dans cette palette-là en fait. Donc c'est une sécurité. Donc la présence des contrôleurs. Après aussi, il y a l'indépendance en fait des organismes de certification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de lien commerciaux entre l'organisme et l'usine. Vous imaginez bien que s'il y a un lien commercial, ils vont s'entendre, et que si c'est pas halal, ils vont envoyer quand même parce qu'ils vont s'y retrouver financièrement. Ce qui va y arriver pour des organismes pas fiables, on va dire, c'est-à-dire que en fait, leurs contrôleurs, en fait, ils sont salariés de l'usine en fait. Vous imaginez bien que le contrôleur salarié de l'usine, il ne va pas se mettre son employeur à dos. Donc, s'il n'est pas trop halal, il va fermer un peu les yeux, et les bons poussent à main, mais il arrive dans notre supermarché ici, il arrive dans les restaurants. Donc c'est un système qui est très complexe en fait, puisque on pourrait croire en fait que voilà, il y a un organisme de certification, on va faire confiance à l'organisme de certification, mais malheureusement, il y a des organismes, on va dire, dits de certification, qui entachent en fait la réputation des organismes qui vont faire un travail sérieux, qui vont attacher le caractère halal des produits en fait. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions en fait, parce que là, on a abordé déjà pas mal de points. Est-ce que sur la question de la viande d'importation, même de la viande locale, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on laisse à la fin.
On va dire la démarche notamment par rapport aux viandes quand on va vouloir en acheter en grande surface ou ailleurs, c'est déjà est-ce qu'elle est halal? Si elle est halal, est-ce qu'elle est halal certifiée par un organisme fiable? L'organisme fiable, eh bien, il va nous falloir nous-mêmes en premier lieu savoir si effectivement c'est le cas ou pas. Comme il l'a dit, il y a beaucoup d'organismes qui en tâchent. Depuis 15-20 ans sur les réseaux, on peut voir que ces organismes-là, ils ont soit pas ou trop peu de contrôle, soit contrôleurs en nombre insuffisant, soit nombre de contrôles insuffisant ou inefficace, etc. Une fois au début, une fois en fin d'année. Donc, vous comprendrez bien que, en contrepartie, comparativement à d'autres organismes fiables qui sont sur le terrain, parfois jusqu'à même 2 contrôles inopinés dans une même journée et ce, tous les jours de l'année. Donc, c'est juste incomparable. Entre 2 contrôles annuels et 2 contrôles quotidiens, c'est juste le ciel et la terre. Oui, donc, là, tu parles des restaurants, là, en fait, hein? Des restaurants, mais même et aussi des fois pour certaines boucheries aussi. C'est le cas. Oui, Voilà. oui. Ouais. Donc ça, c'est notamment, il va falloir nous assurer, il n'y a pas longtemps encore, je croisais quelqu'un au supermarché, je lui indiquais que le poulet le canton de poulet n'est pas halal. Il m'a dit si, ça vient de France, c'est bon, c'est fait par Ahl Kitab, on m'a appris comme ça, donc c'est bon. Je dis ok, vérifiez auprès de vos savants à vous si cela est une preuve suffisante pour vous. Déjà, est-ce qu'effectivement c'est Ahl Kitab comme il dit, dont il est sûr qui aura effectué l'abattage, à savoir chrétien ou juif, gens du livre, à aucun moment et en aucun cas, il sera à même de pouvoir garantir que ça n'est pas un athée ou un polythéiste qui aura effectué l'abattage. Donc, très clairement, on ne pourra pas se fier à ces cartons de poulet, même si on a des tarifs qui avoisinent les 2-3 euros le kilo. Donc, franchement, plutôt que de manger du poulet non halal, il vaudrait mieux ne pas du tout en manger. Donc ça c'est pour ce qui est des viandes en supermarché. On sera très vigilant à ce niveau-là. Halal par un organisme fiable et est-ce qu'effectivement cet organisme-là, il est au-dessus de tous reconnu comme étant fiable? Mais ça, mais c'est qui les organismes fiables alors? Alors, je vais vous citer les organismes Attends, fiables. Alors, avant de Non, citer quelques organismes fiables, en fait, hein, il y a un point aussi qui est important, en fait, que j'ai oublié de mentionner. Il y a certains organismes de certification qui sont CAE. On a dit tout à l'heure qu'il faut que ce soit un musulman pratiquant. Donc, ils vont vérifier ces points-là aussi. Le sacrificateur, ils vont lui demander la prière de Fajr à quelle heure en ce moment dans telle ville en Pologne là-bas pour savoir si la personne fait namaz réellement. Donc ça va jusque-là. Et à la Réunion, nos sacrificateurs, en fait, ils ont une carte de certificateur. Donc ça c'est délivré par la préfecture et donc il y a comme une enquête de moralité en fait pour savoir si la personne fréquente la masjid en fait aussi. Hein. Donc ça c'est des points importants aussi pour la validité de l'abattage halal. Alors, quel organisme les CAE? Donc, on va prêcher déjà pour notre propre paroisse. Hein, on va parler pour propre mosquée. Alors, on va parler de Halal Réunion. Donc, depuis 10-15 ans, hein, donc, par l'intermédiaire de quelques importateurs. On ne va pas citer de nom d'importateur, mais il y a tout type de viande en certification Halal Réunion qu'on peut retrouver sur le marché local, généralement en supermarché ou sinon dans des commerces de proximité, que ce soit viande de bœuf, de cabri, d'agneau, même lapin aussi, on peut trouver tout ce qui est produits transformés, nuggets, tenders, voilà, tout ce type de produits-là de consommation rapide, on peut trouver en certification Halal Réunion. Bien évidemment, le coût est plus important. Pourquoi le coût est plus important? Parce que vous imaginez bien que quand dans une usine, un abattoir, on met le nombre de personnes suffisant, ça a un coût. Comparativement à un organisme qui va mettre personne ou qui va mettre une personne de temps en temps, c'est évidemment que le coût de la certification est moindre. L'industriel qui est pas trop sérieux, il va aller vers l'organisme qui lui propose le coût de certification le moins élevé. Et nous, on ne doit pas tomber dans ce panneau-là en fait, dans ce panneau du prix, l'attrait du prix. Donc, effectivement, manger halal, être sûr que ce qu'on va manger halal. Malheureusement, dans le cadre des viandes d'importation, ça a un coût en fait, parce que déjà, ça vient d'Europe, hein, il y a une question de transport. Il y a le coût aussi de la certification des personnes, de certification de ces produits-là.
Alors, justement, par rapport à ça, qui fait la certification à 10 000 km? Bon, vous imaginez bien que nous, Halal Réunion, on ne va pas en Pologne tous les 4 matins. Hein. Donc, on parle de la certification, ce n'est pas nous qui faisons la certification en direct. Hein. Donc, le coût de la certification, ce n'est pas pour Halal Réunion, hein, c'est pour des organismes en métropole, en fait. Hein. Donc, au démarrage, en fait, quand un importateur à La Réunion va importer un produit, il y a un audit qui est fait au préalable avec l'importateur, Halal Réunion, l'usine ou bien l'abattoir. On va se déplacer et on va regarder quelles sont les conditions, comment ça se pratique l'abattage, comment ça se pratique la production de produits. Et on va faire des ajustements pour que ce soit en conformité avec notre cahier des charges de Halal Réunion. Bien évidemment, on fait des partenariats avec des OCVH qui sont CIE, qui sont reconnus sur le marché, qui ont les cahiers des charges aussi exigeants, aussi stricts que les nôtres. Donc, c'est uniquement avec ces organismes-là qu'on va faire des partenariats et ce sont eux qui vont faire le travail de contrôle à l'abattoir dans les usines. C'est-à-dire que le travail que nous on fait ici, eux ils vont faire le même travail là-bas, ils vont être en permanence sur les chaînes d'abattage, en permanence dans les usines pour s'assurer du caractère halal des produits en fait. Ils vont être nos yeux là-bas en fait pour vérifier ça et les produits ils vont les sticker Halal Réunion en fait et ils vont arriver, ces produits-là vont arriver à La Réunion pour les retrouver en supermarché. À côté de ça, donc on a dit présence sur place en permanence des contrôleurs de ces organismes-là. Il y a des échanges réguliers qui se font entre Halal Réunion, ces organismes, les usines et les abattoirs. Et Halal Réunion, on se déplace une fois par an pour auditer tous les sites, toutes les usines, tous les abattoirs qui sont concernés par l'importation de produits certifiés Halal Réunion. Donc c'est pour ça qu'on peut garantir que les produits importation stickés Halal Réunion, vous pouvez y aller, elles sont garanties halal. Alors, on va peut-être citer, on va dépasser là, je vais dépasser un peu le cadre de Halal Réunion, je vais parler à mon nom propre, je précise bien que je parle en mon nom propre, je ne parle pas au nom de Halal Réunion, où ça va rentrer dans un système de process qui est différent vraiment là, à titre personnel, en ayant fait quelques recherches, et en précisant aussi que ce n'est pas une liste exhaustive que je vais citer d'organismes qui sont sérieux. Si j'en oublie ou si je ne cite pas, ce n'est pas parce que je pense que ce n'est pas sérieux. Donc, je vais citer quelques organismes qu'on peut retrouver le plus facilement à La Réunion et qui, d'après nos recherches personnelles, sont sérieux. Vous pouvez y aller. Inch'Allah. Donc, il y a AVS, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de AVS, Ashahada, EHT, ça c'est des organismes qui sont en Europe, HMC en Angleterre, Sanha en Sud-Afrique. Je pense que voilà, on a fait un peu le tour des j'ai dit EHT aussi, hein, oui, des organismes qui certifient des produits qu'on peut retrouver à La Réunion. Alors, on était dans les supermarchés, on va rester dans les supermarchés avec Shafik. Alors, on va faire un petit tour des produits rapidement et Inch'Allah, on ne tarde plus à terminer aussi. Donc, pour avoir été il y a 2 jours dans un seul supermarché, j'ai pu en une petite demi-heure faire un tour des rayons et m'arrêter sur quelques produits de consommation courante que, Inch'Allah, nos confrères ont l'habitude d'acheter, de consommer à la maison régulièrement. Pour pas mal d'entre nous et dont on n'y pense pas forcément ou on ne sait juste pas que ces produits sont très sensibles et très souvent non halal. Interroge les gens. On va voir un petit peu si ça vous parle déjà par rapport au premier produit. Bon, il y en a 2 en 1 ici. Pâte à pizza, pâte brisée. Est-ce que quelqu'un a une idée de pour quelle raison ça pourrait ne pas être halal? C'est la personne qui répond. Moi, je désigne des personnes. Alors, oui, Abdelhamid. Voilà. Il a été là, rapide ça, c'est pour quelqu'un qui a l'habitude de faire les courses. Voilà, surtout, on va dire ça. Effectivement, il y a souvent de l'alcool, donc faire très attention. Il y en a de marques qui ne comportent pas d'alcool, mais en l'occurrence, ici, les 2 comportent de l'alcool. Alors, donc faire très attention. Une précision, c'est très difficile de trouver une marque de pâte à pizza où il n'y a pas d'alcool. Dans un supermarché, j'ai fait 3, 4, 5. 5 avaient l'alcool. Donc, si vous en trouvez, vous me dites parce que très difficile. Peut-être qu'il faut faire maison, ou bien il faut acheter avec une boulangerie
certifiés, mais c'est très difficile d'en trouver sans alcool. Pâte à Et, pizza, pâte brisée, pareil là. et bon nombre de musulmans, malheureusement, sans le savoir, achètent ces pâtes-là. Donc, faire très attention, comme on a dit, ça n'est pas que les viandes. Donc là, c'est un exemple. On passe à l'image suivante. Ici, on a pris une photo, on va dire groupée, de différentes sauces. Il y a notamment à gauche le petit bidon de sauce d'huître. Sauce d'huître, c'est halal ou pas selon vous? Pour vous les Aucune Hanafites, idée. Pour les Hanafites, oui, bien évidemment. Sauce d'huître, ça n'est pas halal. Donc, faire très attention. La bouteille d'à côté, pareillement. Et le siave, sauce de soja. Alors, ce qu'il faut retenir ici dans les sushis, pour les grands amateurs de sushis, les grands amateurs, eh bien, il y a deux types de sauce de soja que l'on va différencier. Une sucrée, l'autre salée. Donc, siave, sauce de soja. Eh bien, c'est souvent utilisé dans les sushis. Et il faut savoir que quand il s'agit de sauce de soja sucrée, ça comporte très souvent de l'alcool. Donc, là encore, faire très attention. Sauce de soja salée, on n'est pas non plus à l'abri avec le E631 qui est un additif douteux, donc à éviter. Donc là encore, faire très attention aux siaves, donc aux sauces de soja, que ça soit dans l'addiction de ces sauces dans les sushis ou ailleurs. Nous qui mangeons souvent ces sauces-là sur nos fameux bouchons réunionnais. bouchon halal. Hein. Bouchons halal réunionnais, oui. Alors, on passe à l'image Attends, suivante. juste préciser que sur sauce d'huître, il y a des équivalents halal. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas de l'huître, hein, c'est de sauce d'huître synthétique ou sauce végétale qui va imiter le goût de la sauce d'huître. Donc, ça peut se retrouver dans les boutiques spécialisées. Alors très souvent, l'appellation sur la bouteille, quand c'est d'origine synthétique, ça sera peut-être en termes utilisés, peut-être sauce arôme d'huître. Donc arôme, c'est juste pour lui donner un goût se rapprochant du goût de l'huître sans pour autant que ça le soit à proprement dit. Ce qui est le plus terrible par rapport à ces sauces, pour en avoir vu une dans le rayon des sauces avant-hier, eh bien, il y avait une sur laquelle il était clairement spécifié que la sauce était une sauce à Soja base... crevette. Voilà, sauce d'huître sauce de crevettes à base d'huître. Et quand on regarde dans la composition, et il est bon de le savoir d'ailleurs, si on va prendre le temps de regarder les ingrédients, eh bien tout ce qui apparaît en premier dans ces ingrédients-là, c'est ce qu'il y aura, on va dire en partie, en grande majorité, qui va composer ce produit-là. Ce qui va être cité dans les ingrédients en premier, c'est ce qui va composer principalement donc le produit. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'exemple que je donne, eh bien, soi-disant, c'était à l'huître, mais on retrouve ça complètement à la fin. D'ailleurs, c'est même précisé entre parenthèses 0,1% d'huître dans cette sauce, donc à base d'huître. Et au final, ce qu'on trouve parmi les premiers ingrédients les plus impliqués dans ce produit-là, c'est de la crevette. Donc, en grosse appellation, c'est une sauce d'huître, et au final, ce qu'on va retrouver majoritairement dedans, c'est de la crevette. Donc, faire très attention à ce que les industriels, ils font apparaître quant à par rapport au packaging, etc. Donc vraiment prendre le temps de bien, si c'est pas un produit qu'on a l'habitude de consommer, prendre le temps de bien regarder tout ce qui dit, les ingrédients, etc. Et très souvent, et vous serez d'accord avec moi que les écritures, elles sont tellement petites qu'on n'a juste même pas envie de lire. Alors, moi, perso, lors de mes contrôles, etc., une manière facile, surtout une fois passé la quarantaine, on se dit bien, Rabat est proche, on prend une photo et on agrandit. Il n'y a pas plus simple que ça. Si on n'a pas de lunettes, si on n'a pas de loupe, etc., on prend une photo, on agrandit. Là, on a le cœur net, le produit, il est halal ou pas. Et faire attention également, et aussi, un point important, si c'est un produit justement qu'on a l'habitude de prendre, on n'est pas non plus à l'abri que l'industriel d'un matin, parce qu'il y a une manque de telle ou telle denrée, un manque de telle ou telle denrée, ou sinon qu'il peut substituer par autre chose qui lui revient moins cher, qu'il change la composition de ce même produit en termes de packaging ou autre, pour ne pas citer de marque ou de produit précis, ça sera exactement la même chose, mais c'est juste
dans les ingrédients qu'au final, il y a quelque chose qui va changer. Donc quand même, oui, on va pas s'amuser à le chariot entier, regarder la composition de tous les produits que l'on va consommer tout le temps. Mais ne serait-ce au moins les produits qu'on a l'habitude de consommer souvent ou de consommer en grande quantité, ben, une fois de temps à autre quand même, qu'on pense à rejeter un petit coup d'œil dessus. Ouais. Ce qui est important aussi concernant les sauces, en fait, hein, donc on a dit que sauce d'huître, c'est interdit pour les hanafites. Dans d'autres écoles, elle est autorisée, donc on peut retrouver dans certains commerces de sauce d'huître où c'est écrit halal dessus et c'est souvent le consommateur il comprend pas, il va nous dire mais pourquoi vous interdisez, pourquoi vous dites que c'est pas autorisé. Alors on lui explique que c'est le cas des écoles juridiques où l'huître est autorisée, mais chez nous les hanafites, ce n'est pas autorisé. Tout à fait. On passe au produit Oui. suivant. Alors, on a les produits laitiers ici, tout ce qui dit yaourt, etc., les yaourts à boire. Alors, très souvent, l'image de... Pourquoi j'ai pris ces images-là? Parce que pour vous interpeller notamment par rapport aux différents types de produits laitiers qu'on aura l'habitude de consommer généralement, il y a ceux qui souvent sont de couleur rose, rouge, parce que justement ils comportent des fruits rouges, fruits des bois, etc., fraises, litchis, peu importe. Eh bien, comment va-t-on faire pour pouvoir se retrouver dans tous ces produits laitiers? Parce que là encore, il y a une grosse sensibilité d'utilisation d'ingrédients non licites, notamment le carmin koshni qui va permettre d'obtenir cette couleur rouge-rose. Mais pas que, parce que je vous ai pris aussi la photo à droite de yaourts, notamment qui comportent des fruits d'été, fruits jaunes. Ben, là aussi, figurez-vous que malgré tout, on peut retrouver du carmen koshni. Alors, il y a le carmen koshni qui n'est pas halal, bien évidemment. Il peut prendre plusieurs appellations différentes. On pourra, si on voit que c'est écrit E120 en termes d'additifs, c'est le carmin. On pourra trouver juste le mot carmin. On pourra trouver juste le mot koshni. On pourra trouver acide carminique. On pourra trouver pas mal d'autres appellations au final pour dire la même chose. Et en gros, ici, ce qui est à retenir, eh bien, c'est qu'on prendra quand même le temps et soin de jeter un coup d'œil sur la composition des yaourts que l'on va prendre comme ici. J'ai retourné le pack et je peux voir très clairement que malgré la couleur rose ou rouge, il n'y a pas de carmin dans celui-ci. Et pareillement, ce qu'il est bon de savoir... Ça, tu as pris juste en exemple, mais tous ces produits-là sont bien conformes. Hein. Si vous avez dans vos frigidaires, pas besoin de les jeter, hein, ça est bon. Hein. Donc ça, c'était juste pour vous dire... Rouge, rose, on fait gaffe, mais pas que. Même couleur jaune, on fait quand même aussi gaffe parce qu'il pourrait y avoir de la koshni ou autre. Donc, on prend le temps de vérifier les ingrédients, surtout si c'est des yaourts qu'on aime bien, qu'on a l'habitude de consommer régulièrement. Faisons ne serait-ce au moins cet effort-là. Autre chose, on termine rapidement, Inch'Allah, pour ce qui est des yaourts allégés. Les light, etc., 0%, sachez que très souvent, ce qui est allégé comporte de la gélatine porcine. Il y a du porc dedans. Donc, faire très attention pour ce qui est des produits allégés. Allez, on termine les quelques derniers produits rapidement. Arôme fleur d'oranger. Arôme fleur d'oranger, là, il y a de l'éthanol dedans. L'éthanol égale alcool. C'est haram. Il y a beaucoup d'arômes. Donc, fleur d'oranger notamment, mais pas que, des fois vanille aussi, qui comporte de l'alcool. Donc, prendre le temps. Et là, à nouveau, comme je vous ai dit, j'ai pris vraiment des produits vite fait au hasard. J'ai jeté un coup d'œil et fait exprès ces produits-là en comporter. Comme ici, le produit de cette marque à gauche. Pareillement à droite. Pour en ce moment nos mamans, nos sœurs, nos épouses qui font tout un tas de gâteaux, les petites paillettes, etc., très souvent contiennent du carmin de koshni. Donc très souvent, là encore pareillement, ça ne dépend pas forcément de la couleur des petites paillettes. Donc faire très attention. Ici, là encore, j'ai pris le seul que j'ai trouvé qui comportait 3 petites paillettes de couleurs différentes et ça comportait aussi de la koshni. Pour ce qui est des bonbons, on en trouvera des tas et des tas qui comportent soit de la gélatine, c'est même pas précisé. À partir du moment où il y a le mot gélatine, si ça n'est pas précisé que c'est d'origine végétale, il y a de très fortes chances que ça soit d'origine animale et encore plus d'origine porcine, même si c'est d'origine bovine et des fois c'est même
précisé d'origine bovine végétale. Quelle preuve a-t-on quand bien même on a pris le temps d'expliquer que si l'organisme il n'est pas fiable, eh bien on ne se fiera pas simplement au mot halal. Gélatine bovine halal, ça on retrouve très souvent. Non, ça n'est pas parce que c'est écrit que ça ne l'est absolument pas tant qu'on n'est pas sûr. Donc ces choses-là, M&M's pour les grands amateurs, on se permet de citer la marque, eh bien non, ça n'est pas bon, on va trier les rouges ou on va laver le reste. Non, franchement, M&M's, s'il y a du E120, on n'en prend pas parce qu'il y en a certains qui n'en comportent pas. Généralement, c'est les paquets de couleur jaune. On va dire ça, c'est vraiment les produits qu'on a souvent l'habitude de consommer, les chamallows, dont Marshmallow. Ici, il y a carrément de la gélatine porcine. On continue avec les produits suivants. Pareillement, le mix qui pique, là encore, juste après les M&M's. Donc, le paquet bleu à gauche aussi contient donc de la gélatine porcine, très clairement du porc. Saveur fraise, ça n'est pas parce que ça n'est pas des Haribo. Donc, comment on appelle ces fameux Haribo que beaucoup de monde aime bien. Ça n'est pas parce que ça n'est pas de la marque Haribo que c'est halal. Là encore ici, ça ne l'est pas. Bonbon gélifié, là. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça, à partir du moment où c'est un peu élastique, etc., on fait très attention. Après, deux autres... Alors, juste un point, il y a aussi, avant d'aborder les produits qui sortent du cadre de l'alimentation, il y a aussi moutarde à l'ancienne. Souvent, on peut retrouver du vin blanc dedans. Donc là aussi, il faut faire attention. Sauce barbecue pour retrouver de l'alcool. Généralement, c'est whisky. Donc, ces deux produits-là aussi, il faut faire attention. Quand il s'agit de moutarde à l'ancienne, hein, oui. On va faire attention à bien regarder. Et donc, par rapport aux produits qui ne sont pas, comme on dit, de consommation, eh bien, là encore, on fera très attention. À gauche, on voit des dentifrices, notamment les dentifrices pour enfants, très souvent. Si c'est du rouge, du rose, etc., il peut y avoir de la cochenille. Il peut y avoir de l'alcool, notamment dans pas mal de bains de bouche. Bains de bouche, on en retrouvera plusieurs qui n'en comportent pas. Alors ici, après revérification avec Mufti, ce qu'on va retenir, notamment la règle de base, c'est « Lizzarurati tataqaddaru biqadri zarurah ». Donc, az-zaruratu tataqaddaru biqadri zarura, c'est-à-dire que quand on a un besoin bien précis, Mufti nous explique que si on n'a juste pas d'autre choix, d'autres alternatives que d'utiliser un bain de bouche qui comporte de l'alcool, eh bien, on le fera en faisant attention à ne pas avaler. Mais ça, c'est dans un cas où on ne peut pas le substituer à un autre parce qu'il en existe des tas qui n'en comportent pas. Par exemple, Parwex, la petite bouteille rouge, n'a pas d'alcool. Il y en a d'autres de couleur mauve, bleue, qui ne comportent pas d'alcool également pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser régulièrement les bains de bouche. Donc, à savoir, quand on peut éviter, on se doit à tout prix de le faire. Et après, j'ai terminé parce que je me suis dit qu'il est quand même pertinent de le faire pour ceux qui ont des animaux domestiques, que ça soit des chats ou même des chiens de garde notamment, car l'islam autorise dans certains cas précis comme ça, non pas juste pour garder un chien parce qu'on kiffe les chiens comme on dit, parce que si ça n'est pas dans des cas précis, on n'est pas supposé. Si ça n'est pas des chiens de garde, on n'est pas supposé, car la salive d'un animal, mais même pas que, même sa transpiration aussi, donc s'il vient se frotter à nous, etc., on est supposé changer nos vêtements, etc., les parties souillées en termes corporels, et donc à éviter, à contrario, le chat, il n'y a pas de souci, tant que sur sa gueule ou autre, on ne voit aucun signe parce que c'est un animal très propre qui va refaire sa toilette. À chaque fois, il ne vient pas de déguster un rat ou autre et il n'y a pas de sang ou un pigeon. Et le chat, lui, même sa salive, elle sera considérée halal s'il n'y a pas de signe apparent, donc ça ne l'est pas. Donc, pour ce qui est de ces fameux petits animaux domestiques, si on se doit d'acheter des aliments pour eux, tels que croquettes, etc., eh bien là encore, figurez-vous que l'animal, il est peut-être pas musulman, mais il est élevé chez un musulman et la nourriture, elle doit être aussi halal. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, j'ai pu vérifier qu'il y a une entreprise locale, je ne suis pas sûr à vérifier si c'est Crocali ou un autre, c'est un nom de la sorte qui fabrique ses croquettes localement et qui utilise donc les viandes locales de chez Dushman pour pouvoir fabriquer ses croquettes. Donc ça n'est pas mon animal adore ça, il y a pas s'il mange pas ça, il ne mange rien. Non, on fait l'effort quand même autant que possible, après de nos restants de nourriture à nous, etc. Tout ça, quand on le veut, Inch'Allah, il y a toujours un moyen de pouvoir y arriver. Donc là encore, faire très attention à éviter de donner de la nourriture haram à nos petits animaux à la maison.
Voilà, je pense que plus ou moins on a fait le tour. On a pris pas mal de votre temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte, incha'Allah, le petit peu qu'on aura pu vous apporter. Il y a la partie donc qui suit et suite à ça, s'il y a des questions, incha'Allah. Alors, pour vous rapidement. aider en supermarché, donc il y a deux outils. Il y a le guide des ingrédients qu'on peut retrouver sur notre site internet halal-réunion.com. Et depuis l'année dernière, il y a l'application mobile Halal Réunion disponible sur iPhone et Android. Vous scannez le code barre du produit et il vous dit si c'est halal ou si c'est pas halal, ou si c'est douteux. Donc ça, c'est intéressant. Bon, il n'y a pas encore tous les produits, il y a un certain nombre de produits. Il y a une liste importante de produits, il n'y a pas encore tous les produits parce que ça demande du temps. Mais c'est un outil qui peut être intéressant, qui permet de gagner du temps. Comme on dit tout à l'heure, l'écrit en petit, 40 ans passés, tout ça. Donc, avec l'application mobile, c'est pratique. C'est toujours à toi la parole, Shafik. Dans le cas où je vais dans une boulangerie-pâtisserie, à quoi je dois faire attention? On va évoquer rapidement ces quelques cas. Donc, Inch'Allah, on voit que tout le monde est un petit peu fatigué. On termine rapidement les quelques derniers cas. Alors, par rapport à la boulangerie. Vous êtes là. On n'est pas fatigué, on est l'enfant, on est attentif. Ah, ben, elle est bon, alors, on est conscient. Bon, alhamdulillah. Encore une heure, alors. Non, on termine rapidement, c'est les quelques derniers points. La boulangerie, pâtisserie, les points de vigilance, comme on voit ici, c'est la gélatine ou la margarine animale, parce que la margarine, elle n'est pas forcément et que d'origine végétale, même si c'est la plupart du temps le cas. Donc, l'alcool utilisé, les arômes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vanille, fleur d'oranger, colorant E120, c'est notamment les produits sensibles que l'on va très souvent retrouver dans les pâtisseries, etc., mais pas que. Et après, le risque de contamination, notamment même quand il s'agit de la partie pain, etc., viennoiserie. Donc, il y a pas que les ingrédients utilisés, mais même les ustensiles utilisés. Ici, on voit les pinceaux. Alors, comment on va faire pour pouvoir les reconnaître? Eh bien, beaucoup en soie naturelle. Eh bien, figurez-vous que ces poils-là proviennent des fesses des sangliers. Précisément cette partie-là, si vous allez chercher sur Internet. C'est même pas que juste le sanglier. Et des fois, c'est des poils d'oreilles, ça provient des oreilles des vaches aussi. C'est beaucoup utilisé pour confectionner les pinceaux. Mais ici, notamment ceux qui seront incriminés, donc c'est ceux qui seront en soie naturelle. Et comment va-t-on le reconnaître? Si le poil du pinceau, il est pour ceux qui en utilisent à la maison, eh bien, on peut déjà en apparence voir si ça ressemble plus ou moins à quelque chose d'animal ou plutôt quelque chose de synthétique. Et on pourra avoir recours à un petit test où on prendra un poil de ce pinceau et on va le brûler. Alors, vous savez aussi bien que moi que quand on va brûler un poil animal ou un cheveu, etc., eh bien, la manière dont ça va prendre feu, et la petite boule noire qui va se former au bout, etc., l'odeur qu'il y aura, eh bien, limite, ça s'effrite entre nos doigts aussi, la petite boule au bout, et l'odeur sera relativement assez particulière. Par rapport à ça, on ne peut juste pas se tromper ou confondre avec un poil d'origine synthétique qui ressemblerait à un poil d'origine animale. Parce que le poil d'origine synthétique, quand on va le brûler, si on n'arrive pas à faire la différence, eh bien là, ça fondra différemment. C'est un peu comme du plastique, la petite boule qui va se former au bout, pareillement, comme quand on brûle un fil plastique en nylon ou autre. Eh bien là, ça n'a absolument rien à voir. Et aussi à l'odeur, ça n'a rien à voir. Une odeur de plastique brûlé et une odeur de cheveux, poils brûlés. Donc voilà un moyen, on va dire, relativement efficace de pouvoir reconnaître si jamais on a un doute par rapport au pinceau que l'on utilise. Pour ce qui est des autres animaux, poils de poney, etc., qui est aussi souvent utilisé, là, ça ne pose pas souci. C'est vraiment quand il s'agit de soie naturelle, donc on fera en sorte de vraiment faire attention à ne pas utiliser. Donc dans les boulangeries, c'est vrai qu'on ne pourra malheureusement pas vérifier ça, aller à l'arrière, etc. Mais dites-vous bien et doutez-vous bien que c'est bel et bien le cas quand il ne s'agit pas de boulangerie musulmane suffisamment responsable et sensibilisée sur ces points-là, ou boulangerie non musulmane mais certifiée, donc qui bénéficie de contrôles réguliers inopinés, c'est clair qu'on n'est juste pas à l'abri. Pour en avoir consommé des années durant, quand on n'était pas sensibilisé sur toutes ces choses-là, eh bien, Allah nous pardonne, mais maintenant qu'on est
que l'on porte à votre connaissance qu'effectivement il y a tous ces points-là qui sont relativement sensibles en boulangerie, eh bien, Inch'Allah, à chacun d'entre nous de nous sensibiliser pour essayer autant que possible d'être vigilant sur ces points et d'éviter là où effectivement on estime qu'il peut y avoir un risque. Alors, pour les pinceaux, là, on peut aussi poser la question aux boulangeries, quel pinceau ils utilisent pour avoir une information. Il faut savoir que le pinceau est utilisé pour dorer, par exemple, les pains au chocolat ou pour dorer les galettes des rois. Donc, Il y a certains, voilà, sur la base, si c'est notre boulanger habituel, on peut lui demander. voilà, ça les vexera pas forcément. Ils prendront peut-être même le temps d'aller vérifier à l'arrière, voire même de nous ramener le pinceau et de nous le montrer. Donc, si tel est le cas et qu'effectivement on se sent plus ou moins en confiance avec notre boulanger du coin, à ce moment-là, Inch'Allah, ça devrait être OK, notamment pour la partie pain, viennoiserie. Mais pour ce qui est du reste, il va falloir faire très attention, tout ce qui dit les gâteaux et tout ça, de ne pas en consommer de n'importe où. Donc la contamination entre le halal, pain, viennoiserie, etc. et le non halal, très souvent quand ils vont servir dans les vitrines, etc., il y a des sandwichs avec des viandes non halal. Là encore, il faut faire très attention. Ça n'est pas parce que moi, je consomme du halal et que ça n'est pas directement en contact avec le non halal qu'il n'y a aucun risque. Parce que celui ou celle qui va nous servir, là encore, des fois, il n'utilise même pas de gants et des fois, avec la même pince, etc., il va prendre les différentes choses, peut-être pas au même moment, à des moments différents, mais qui nous dit que juste avant, il ne l'a pas fait avant de nous servir quelque chose de halal. Donc là, franchement, si on estime qu'il y a un gros risque de contamination, eh bien, on évitera. Ça n'est pas, peut-être, puisqu'on n'est pas sûr, donc c'est bon, limite, on peut aller dessus. Non, si on n'est pas sûr, on ne prend pas. On n'est pas sûr, on ne prend pas. À éviter. Ouais. Et si on mange dans un restaurant musulman, les points de vigilance, ça n'est pas parce que ça c'est un arabe, ça est bon, il n'y a pas de souci. Non, restaurant musulman n'est pas forcément et malheureusement égal à halal parce que le musulman lui aussi n'est pas à l'abri de certains points dont il n'a pas connaissance ou sur lesquels il a pu avoir fait erreur. Allah pardonne, mais notamment il ne faut pas oublier, comme c'est écrit ici, qu'il a forcément aussi son intérêt économique, le restaurateur musulman. Donc des fois, par mégarde, il vérifiera peut-être pas la provenance d'un produit ou d'un ingrédient qu'il utilise et il aura tendance à aller dessus parce que l'ingrédient est tout simplement moins cher pour lui, par exemple. S'assurer de sa piété apparente. On sait plus ou moins que c'est quelqu'un qui est namazi, comme on dit, etc. Un minimum quand même, quand quelqu'un il a une foi suffisamment solide en Allah, on peut espérer que sur le halal aussi, il accordera l'importance qu'il se doit et il fera attention à faire consommer halal donc à ses clients aussi. Donc, les connaissances des règles juridiques du halal, la dernière fois on évoquait par rapport au commerçant. Le commerçant, il se doit de savoir les règles autour du commerce avant de commercer. Pareillement ici, les règles concernant le halal pour le restaurateur, ça c'est lazim, c'est obligatoire qu'il le sache avant même qu'il entame un commerce de nourriture donc halal. Interroger sur la provenance des viandes et leur certification, franchement, il y a une manière, on va dire, diplomatique de pouvoir le faire. Si on sait ou on pense que il ne prendra pas mal, autant que possible, si on n'a pas le cœur net, le cœur tranquille, eh bien, n'hésitons pas à poser la question. On l'a fait cette semaine, non, qu'on a demandé la provenance de la viande de bœuf du halim à la mauricienne. Voilà, donc c'est aussi de cette manière-là, Inch'Allah, qu'on aura, on va dire, une tranquillité d'esprit sur notre consommation auprès du restaurateur musulman. Et pour continuer rapidement dans la même lignée, le restaurateur non musulman, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, est-ce que je peux manger dans un restaurant non musulman, d'après vous ? Ouais. Alors on va aller rapidement. Donc on va expliquer les facteurs de risque dans un restaurant non musulman. Donc il y a les sauces dans les plats, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir un fond de veau, il peut y avoir un fond de bœuf qui ne soit pas halal. Et souvent les restaurateurs, les cuisiniers vont nous dire oui mais vous inquiétez pas, l'alcool dans les plats ça s'évapore. Bon, c'est pas totalement vrai, c'est pas réellement vrai parce qu'il en reste toujours une petite quantité. Après 2 heures, il reste toujours 5% d'alcool. Donc forcément le plat il n'est pas halal. Il peut y avoir contamination entre le halal et le non halal. Dans la friteuse, sur la plancha, sur le plan de travail, les ustensiles, les mains, en cuisine ou en salle. Après, on nous dit, oui, c'est la viande du shman, donc les halal. Mais qui nous dit qu'il prend toujours avec du shman? Qui nous dit que cette viande n'a pas été en contamination avec une autre viande qui ne soit pas halal? Si on nous parle d'une autre certification en disant, oui, ça c'est halal, on doit quand même l'interroger, halal, mais quel est l'organisme de certification?
Donc, par rapport à tous ces éléments-là, vous devinez notre réponse, en fait, par rapport à tous ces facteurs de risque, voilà, il faut ne pas manger d'un restaurant non musulman par rapport à tous ces éléments de risque. Je mange à la cantine, à la crèche, ça fait écoute dans l'avion. Donc pareillement, là aussi, c'est très risqué. C'est très risqué et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on envoie nos enfants en cantine sous prétexte qu'il n'y a pas d'autre choix ou l'enfant ne pourra pas manger correctement à la maison, il n'y a juste pas à manger à la maison et ça coûte tellement pas cher. Donc franchement, non. Si on peut éviter de donner quoi que ce soit à notre enfant pour qu'il le mange à l'école ou ailleurs, on évitera absolument parce que même si effectivement, comme il vient de dire par rapport aux restaurateurs non musulmans qui affirment se ravitailler de chez Dushman, eh bien, il pourra arriver une fois où il n'y en a pas du type de viande dont il a besoin et il se ravitaillera d'ailleurs. Pareillement ici aussi, ça sera le cas. Dans l'avion, ça n'est pas parce que le repas est dépourvu de porc qu'il sera halal, loin de cela. Donc on va privilégier dans l'avion un repas végétarien, poisson, etc. De sorte à ce que justement on ne consomme pas non plus de viande halal si jamais on a un doute. Et pour terminer, quelques derniers points. On va passer rapidement sur les questions qui reviennent le plus souvent. Pour avoir les réponses plus détaillées, vous aurez toutes les informations dans la rubrique FAQ de notre site internet. Le vinaigre, tous les types de vinaigre sont autorisés. Vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, vinaigre de riz. Donc ça, c'est autorisé. Arômes contenant de l'alcool, est-ce que c'est autorisé? Là, je parle bien que dans les pains ou dans les desserts, on va retrouver arôme entre parenthèses contient de l'alcool. Ça, c'est autorisé selon un principe de fiqh qui est très technique, on ne va pas développer, que je ne maîtrise pas du tout, comme vous pouvez l'imaginer, mais nos muftis, ils ont fait des recherches. Arôme contient alcool, ça peut paraître bizarre, mais d'après leurs recherches, parce que l'alcool est utilisé comme solvant, très certainement, mais arôme contient alcool dans les... On retrouve très souvent dans les buns, dans les burgers qu'on achète en supermarché, tous ces trucs-là, très souvent, et pas forcément entre parenthèses, comme il vient de le dire, des fois c'est même pas entre parenthèses, mais à partir du moment où il y a précisément cette appellation arôme contenant alcool dans ces types de pains-là, eh bien, Inch'Allah, il n'y a aucun risque, c'est halal. Alors, les fruits de mer, tout ce qui est les moules, les huîtres, calamars, sèches, pieuvres, coquilles Saint-Jacques, zourides et tous les autres mollusques, ça c'est interdit pour les hanafites. L'encre de sèche. L'encre de sèche est autorisée parce que c'est une sécrétion de la sèche. Ce n'est pas la sèche en elle-même, c'est une sécrétion de la sèche. Donc là, c'est autorisé. Les insectes, on a entendu parler récemment. Donc l'Union européenne autorise l'utilisation de poudre d'insectes. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Non, pour les hanafites, ce n'est pas autorisé. Donc il faut bien faire attention. Bon, on va pas retrouver, on n'en trouve pas facilement, rapidement. Je veux dire, c'est pas courant dans les supermarchés de trouver ce type de produit avec des poudres d'insectes et ça va peut-être venir, ça va certainement venir. Donc il faut faire attention. Il y a l'obligation de l'industriel de préciser. C'est comme un allergène en fait. Donc quand il y a les mollusques ou tout ça, vous voyez sur les produits, c'est écrit peut contenir des traces de mollusques ou d'arachides. Là, pareil pour les insectes, c'est pareil. Donc tout ce qui est grillons, vers de farine, criquets migrateurs. Donc il y a 4-5 insectes qui sont autorisés pour les industriels depuis peu. Donc, il faudra faire attention à ça aussi quand on fait les courses, puisque c'est interdit pour nous les hanafites. Et l'appareil, ça c'est intégré dans la fonction scan de l'application mobile Halal Réunion. Donc, juste en scannant, on vous dira que c'est interdit. C'est interdit parce que ça contient de l'insecte. Voilà, donc pour plus de précision et pour d'autres questions aussi sur notre site internet halal-réunion.com, vous aurez toutes les informations. Si vous avez d'autres questions, notre adresse mail. On est sur Instagram aussi. Si vous voulez rejoindre la communauté WhatsApp, non, ça n'apparaît plus. Vous avez le QR code que vous pouvez retrouver. Oui, il y a un QR code, mais qui n'apparaît plus. Je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a nos muftis, bien évidemment, nos ulama qui sont, Inch'Allah, là, à notre disposition si on a un doute quelconque. Donc, dans le doute, toujours s'abstenir. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même, à nous tous, le tawfiq de pouvoir se sensibiliser sur cette partie fondamentale donc de notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet à tous de consommer tous les jours de notre vie uniquement, exclusivement du halal. Amin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Désolé d'avoir été un peu long. C'est vrai que le sujet se traite que très difficilement en aussi peu de temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous faire parvenir, Inch'Allah. Jazakum.